Martinique Actualité. Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Claude Lise, que vous connaissez très bien, puisqu'il a été sénateur 16 ans, sénateur de la Martinique pendant 16 ans, député pendant 5 ans. Il a été président du Conseil général pendant 20 ans. Il a été président de l'Assemblée CTM l'avant-dernière, donc. Avec M. Marie-Jeanne, elle a été président de l'Assemblée pendant 5 ans. Bonjour, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est avec plaisir, comme toujours. Comme toujours. Merci bien, Monsieur Lise. Alors, la Martinique, la France, en ce moment, connaissent la grève, une grève assez dure. Paris était assiégé, j'ai envie de dire. Les députés qui demandaient au gouvernement d'intervenir parce qu'ils étaient menacés dans leur commune ou encore à l'Assemblée nationale, dans les permanences, pardon, même, oui. Ou encore à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment, tant en Martinique qu'en France? Écoutez, moi j'avoue que je suis pratiquement effrayé de voir la tournure que prennent les événements. Oui. Et je ne comprends pas qu'un pouvoir s'obstine à vouloir faire passer une loi alors qu'on constate que la très grande majorité des citoyens n'acceptent pas cette loi. Alors bien sûr, je sais que nous sommes dans une démocratie représentative. Bon, je suis pour cela, pour que on ne peut pas faire de démocratie directe. Bon, on ne peut pas gouverner uniquement par la rue. Oui. Bon, mais je dis qu'il faut savoir aussi entendre la rue. Oui. Et au-delà de la rue, entendre entendre les citoyens. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne manifestent pas, qui ne descendent pas dans la rue. Mais aujourd'hui, les sondages existent. Bon, on peut toujours considérer qu'un sondage n'est pas juste. Mais quand on a des proportions de près de 80% de citoyens qui, dans tous les sondages, disent qu'ils sont contre, que les actifs, bon, ceux qui sont évidemment là au travail à l'heure actuelle, c'est pas de 90% qui sont contre. On voit la jeunesse, même ceux qui pourraient considérer que le problème de retraite, ça ne les concerne pas avant longtemps. Bon, on voit que de plus en plus, ils se mobilisent. Bon, il y a un moment où on se dit, évidemment, on peut considérer que les gens se trompent, qu'ils ont tort, mais on ne peut pas penser que tant de citoyens, pendant si longtemps, après tant de débats, aient tort, et qu'une toute petite minorité a raison. Mais pourquoi la démocratie, ce n'est pas ça. Mais pourquoi cet entêtement du président Alors, Macron? écoutez, moi, au départ, pour moi, ce texte, c'était pas du tout un texte pour essayer de mettre plus de justice ou plus d'efficacité et pour sauvegarder, comme le prétend le président de la République et son gouvernement, le système de retraite par répartition. Bon, le but serait noble si c'était ça. Bon, en fait, c'est tout simplement pour suivre les directives de Bruxelles, vous savez, les fameuses directives de mesures de restriction budgétaire. À l'époque, c'était 3% sur le budget. Voilà, ça a sauté. Pourtant, ça avait évolué. Oui. L'idée qu'on s'est bien rendu compte que ça mettait en difficulté beaucoup de pays. Bon, et on a vu que pendant l'épidémie de Covid, eh bien, on a pu passer outre. Oui. Et là, alors que le régime des retraites, il n'est pas déficitaire en ce moment, mais on sait qu'effectivement, il y aura un certain déficit, moins d'après certaines études que ce qui est prétendu. Enfin, c'est vrai, il y aura un certain déficit. Mais il y avait d'autres méthodes à utiliser, et surtout, il y avait une concertation à développer. Mais en fait, je dis bien que pour moi, j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs ailleurs, c'est essentiellement pour obéir à la pression des marchés et de l'Europe, de Bruxelles, que ce texte a été conçu. D'ailleurs, le président lui-même, à un moment donné, n'était pas pour cela, mais c'est vrai qu'au moment de son élection, sa deuxième élection à la présidence, il dit qu'il a mis ça dans son programme. Sauf qu'il sait très bien qu'il était minoritaire au premier tour, vraiment.
il n'a eu que très peu de voix. Et au deuxième tour, il sait très bien que c'est surtout une mobilisation anti-Le Pen qui lui a permis d'être élu. Donc il ne peut pas dire que les gens ont adhéré à tout son programme. En tout cas, la démocratie, pour moi, ce n'est pas simplement parce que vous avez été élu que pendant toute la durée de mandat, vous pouvez prétendre appliquer un programme parce que vous aviez présenté ce programme-là, même quand vous avez une majorité, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a même pas de majorité au Parlement, mais même quand vous avez une majorité, vous devez tenir compte également de ce qu'on appelle la démocratie sociale, c'est-à-dire de l'expression de toutes les forces vives et l'expression des citoyens dans leur ensemble, hein, à un moment donné. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il faudra faire évoluer cette République, cette 5e République. Hein, il faut en finir avec ce pouvoir vertical, quasi monarchique. Vous pensez qu'il faut passer à la 6e République, comme demande M. Mélenchon? Eh bien, ça fait longtemps que je pense cela. Oui. Hein, il n'y a pas que Mélenchon qui demande cela, mais c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé sur cet objectif-là. Et qu'est-ce que ça va apporter dans le changement, par exemple? Une 6e République? Je pense qu'une 6e République, elle est surtout nécessaire pour mettre beaucoup plus de démocratie, de système de contre-pouvoir, hein, parce qu'on ne peut plus gouverner aujourd'hui un grand pays, même d'ailleurs, c'est valable pour les collectivités locales aussi, hein, entre nous soit dit. Hein, on ne peut plus gouverner dans la complexité du monde, surtout d'aujourd'hui, avec des systèmes de leaders censés être des hommes providentiels qui s'occupent de tout et puis qui règlent tout. Non, il faut mettre de la transversalité. Vous savez, même dans les entreprises du privé, les grandes entreprises, il n'y a plus de système pyramidal. Même l'armée, regardez aujourd'hui les armées les plus efficaces. Regardez dans le conflit Russie-Ukraine. Vous voyez que l'armée ukrainienne qui est décentralisée, elle est beaucoup plus efficace qu'une armée qui est en face d'elle, plus puissante, mais qui est trop centralisée. C'est ça. Donc aujourd'hui, il faut une nouvelle... Donner plus de pouvoir au Parlement, par exemple? Que le Parlement. Écoutez, j'ai été parlementaire, justement, très franchement. J'ai même été rapporteur de budget, puisque j'ai été pendant 9 ans au Sénat. J'ai été rapporteur de budget comme membre de la Commission des finances. Et pendant les 5 ans où j'étais député, j'ai été membre de la Commission des finances également. Donc quand vous êtes membre de la Commission des finances, vous êtes rapporteur de budget. Mais j'ai bien vu que le nombre de collaborateurs que l'on a, même quand on est rapporteur d'un budget, ne vous permet pas d'aller... J'ai été rapporteur du budget de la marine, pour donner un exemple. Pendant 9 ans, j'ai été rapporteur du budget de la marine au Sénat. Bon, j'ai dû convoquer M. Saadé, vous savez, le patron de CGM-CMA. Au moment de la fusion CGM-CMA, j'ai eu un rapport à faire sur ça. Il est venu, il ne pouvait pas ne pas se rendre à une convocation du rapporteur de la Commission des finances. Mais est-ce que vous croyez que j'avais les moyens de contrôler les affaires de ce monsieur? J'avais, en plus de 2 assistants parlementaires, j'avais droit à un haut fonctionnaire, bien sûr, du Sénat, un administrateur très compétent, mais c'est tout. Mais en face, il y avait quelqu'un avec une batterie d'avocats, etc. Je prends cet exemple, mais vous imaginez sur d'autres budgets. Donc, on a un Parlement qui n'a pas les moyens d'être un vrai contre-pouvoir. Donc, on est dans un système qui n'est pas vraiment démocratique. Bon, le Conseil économique, j'ai été rapporteur du budget du Conseil économique d'ailleurs. Le Conseil économique, ça a été conçu pour précisément faire entendre la voix des forces vives. Ça va dans le sens de la démocratie sociale. Mais le Conseil économique, il donne des avis que le gouvernement met dans des tiroirs. On oublie de le consulter. Et quand j'étais rapporteur de son budget, à plusieurs reprises, j'ai indiqué que par rapport à des commissions qu'on mettait en place et qui coûtaient bien cher, il y avait déjà eu des rapports du Conseil économique qui répondaient aux questions que l'on soumettait à une nouvelle commission. Autrement dit, on gaspillait de l'argent. Donc, si vous voulez, c'est tout le système qu'il faut revoir, mais essentiellement aller dans le sens de la démocratie. Mais j'ajoute que beaucoup d'élus locaux ils seront d'accord avec moi pour que l'on modifie le système au niveau de l'État, qu'il y ait plus de démocratie à ce niveau, mais il faut qu'ils acceptent que l'on modifie aussi le système dans les grandes collectivités, même les petites. La CTM.
Y compris la CTM. Mais tous les départements, les régions, il faut en finir avec les systèmes pyramidaux. Et il faut des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et il faut que les citoyens, à certains moments, puissent peser sur des décisions, puissent infléchir des décisions. On ne peut pas considérer que pendant toute une mandature, les citoyens sont là à assister à l'évolution des choses. Alors, justement, Monsieur le Président, lorsque l'Assemblée n'est pas d'accord avec une loi qu'on propose, eh bien, la Première ministre sort son 49.3. Donc finalement, même si l'Assemblée est contre et souhaite... Est-ce que c'est normal parce que ça fait à peine un an qu'ils sont là et ils ont déjà utilisé ce 49.3 très souvent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas normal l'existence de ce dispositif, mais il est dans la Constitution. Alors on vous dit c'est légitime puisque c'est dans la Constitution. C'est pour cela que ça fait partie des choses qu'il faut modifier. Moi je suis pour, je vous dis, une nouvelle République, il faudra modifier la Constitution. Et c'est inacceptable ce système qui force la main dans ces conditions-là. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez comment, au lieu de faire un débat sur un sujet aussi important que la retraite, au lieu de faire un débat vraiment à part, on est allé par là encore un artifice, mais qui est légal. La loi prévoit ça. Le statut, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit ça. Mais le gouvernement a pu faire en sorte de débattre d'un texte aussi important dans le cadre, si vous voulez, d'une loi de finances rectificative. Donc, vous voyez, autrement dit, il a fait ça parce que dans le cadre de cette loi de finances rectificative, il avait plus de possibilités d'utiliser, parce qu'on ne peut pas multiplier les 49.3 dans la session normale, mais là, il le peut, tant que c'est budgétaire, dans la loi de finances. Donc, il l'a fait pour ça, et puis ça lui permet aussi de raccourcir les débats. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des artifices pour forcer la main du Parlement. Donc, ce n'est pas normal. Et les parlementaires sont élus par le peuple. Oui. Et ils sont là au nom du peuple. Mais là aussi, je critique beaucoup de parlementaires qui se rendent bien compte en allant dans leur circonscription que les citoyens qui les représentent ne sont pas d'accord. Et je veux bien qu'il n'y ait pas de mandat impératif. Ce n'est pas tous les jours que le citoyen doit vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que bon, vous avez les moyens aussi d'accès à des informations que le citoyen n'a pas. Mais vous ne pouvez pas non plus faire le contraire de ce que vous avez promis lors des élections. Ceux qui vous ont élus vous demandent de faire. Voilà. Parce que même des élus de la majorité, ils vont quand même, en tout cas, ils sont censés aller dans leur circonscription. Et ils voient bien les réactions. Alors vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est obligé de les protéger. Donc on est dans un système, alors moi je suis contre la violence, mais la violence, je pense que l'État est en train de la provoquer. Alors les 9 LR qui ont voté avec Renaissance pour faire passer ce texte, est-ce que vous pensez qu'ils vont être réélus ou bien accueillis dans leur permanence? Parce que quand même, M. Ciotti, on lui a bien dit, c'est soit il vote contre ou c'est le pavé, je crois. Enfin, alors, bon, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on en arrive à un système où c'est par la violence que l'on impose les choses. Mais je redis qu'ils sont responsables d'une situation où les gens sont exaspérés. Alors il y a des casseurs qui sont toujours prêts à casser, sans forcément avoir une idéologie particulière, sauf qu'ils veulent tout casser. Voilà, mais il y a des gens qui deviennent casseurs parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous avez des gens qui sont désespérés. Il faut voir la situation de certaines personnes. Et en réalité, il n'y a pas que le problème des retraites. On sent bien qu'il y a tellement d'inégalités dans notre société. Il y a tellement de personnes qui sont dans des situations intenables, tellement de gens qui sont mal logés ou qui ne sont pas logés du tout, tellement de sans domicile fixe en France, alors que le président avait dit que c'était un de ses objectifs. Donc on fait moins de logement social
que ce qui était prévu. Oui. Hein? Comme par hasard, là, on ne considère pas qu'il faut remplir pleinement l'engagement qu'on avait pris. Alors, donc vous avez une souffrance sociale aujourd'hui en France, qui fait que les gens, on sent bien qu'il y a une tension. Alors en Martinique, évidemment, cette souffrance, bon, elle est plus ancienne, elle est plus importante, et cette loi sur les retraites, nous savons qu'elle aura des conséquences encore plus négatives sur les nôtres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir le nombre d'annuités, à cause du chômage, les femmes en particulier à cause du fait qu'elles sont amenées à suspendre leurs activités. Sans compter, Monsieur le Président, qu'à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, mais qui n'étaient pas déclarées pour la sécurité sociale. Mais bien sûr. Mais d'une manière générale, tous ceux qui ont commencé très tôt sont pénalisés par ce texte. Donc ce texte n'est pas allé vers plus de justice, il est allé vers, au contraire, plus encore d'injustice, plus d'inégalité. Et quand on regarde le compromis qui est sorti de la commission paritaire Sénat-Assemblée nationale, qui a quand même modifié un certain nombre de choses, amélioré un petit peu. Et ça a réduit du même coup le rapport financier qu'attendait le président de la République. Donc, encore une fois, je me dis, pour le peu qu'il va retirer comme financement de cette réforme-là, je ne comprends pas qu'il s'obstine à mettre la France dans une situation qui va entraîner des pertes considérables en activité. Ouais, le pays, il n'est peut-être pas à l'arrêt, mais il est terriblement au ralenti et on ne sait pas pour combien de temps. Alors, vous avez été sénateur donc, pendant 20 ans. Pendant 16 ans. 16 ans sénateur. Oui. Monsieur, le président Charles de Gaulle avait dit à l'époque qu'il fallait arrêter avec le Sénat, ce vieux machin-là, je crois. Oui. Vous avez été sénateur pendant 16 ans. Est-ce que vous pensez que le Sénat n'a pas d'importance et qu'il faille faire des économies? Non. Je vais vous dire, j'ai été élu d'abord député en 88 et pendant 5 ans. Oui. Et quand j'ai perdu mon mandat en 93, je ne pensais pas forcément redevenir parlementaire. Et lorsque l'on m'a proposé, parce que c'est un certain nombre de collaborateurs, de personnalités politiques même qui m'ont dit que j'étais président du Conseil général, ils avaient constaté ce que j'avais fait comme député. Lorsqu'ils m'ont proposé de poser ma candidature au Sénat en 1995, je n'étais pas chaud parce que précisément, j'avais ce préjugé assez partagé que c'est un lieu où il y a des vieux qui sont là, etc. Oui. Et j'ai même résisté à l'idée de me présenter. Et pour tout vous dire, la campagne que j'ai faite, que j'ai fini par accepter de faire en 1995, a été une campagne qui n'était pas une campagne vraiment de quelqu'un qui voulait franchement aller. Je n'ai même pas fait le tour de toutes les municipalités. Parce que ce sont les grands électeurs qui élisent le sénateur. Je n'y croyais pas et je n'avais pas envie. Et lorsque j'ai été élu, écoutez, j'ai découvert le Sénat et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que j'imaginais. C'est une institution qui a toute sa place parce que vous y retrouvez beaucoup d'élus qui ont des mandats locaux importants. Alors, ça pose d'ailleurs aujourd'hui le problème de l'absence de cumul qui, quelquefois, peut être une bonne chose. Moi, quand je suis arrivé au Sénat, il y avait beaucoup de présidents de conseils généraux, présidents de conseils régionaux, maires de grandes villes. C'est important parce que moi-même, j'apportais une connaissance que j'avais par le fait que j'étais président du conseil général. Au début, quand j'étais élu au Sénat, j'étais déjà président du conseil général, parce que j'ai été élu en 92 président du conseil général. J'avais donc une connaissance des grands dossiers de la Martinique, mais en plus beaucoup de collaborateurs qui pouvaient travailler, pas simplement 2 ou 3 assistants parlementaires. Donc ça vous donne une force de frappe, en quelque sorte, face au pouvoir. Et vous avez une vision de la réalité qui est beaucoup plus concrète. Alors, il faut un équilibre des deux. Vous savez, pour moi, au Parlement,
il y a l'Assemblée nationale où les députés, bon, il faut qu'ils représentent au mieux le peuple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faudrait une bonne dose de proportionnel. Je ne suis pas pour la proportionnelle intégrale, il faut un mixte, voyez, pour bien représenter l'ensemble des territoires et l'ensemble des opinions aussi. Mais il faut, de notre côté, une chambre avec des gens d'expérience capables, sur un texte précisément, d'apporter les éléments d'expérience. Et c'est pour cela que pour moi, le Sénat, c'est une institution. S'il fallait réformer le Sénat, pour moi, ça devrait être tout simplement le lieu où siègent tous les présidents de région, tous les maires de grandes villes, vous voyez, une sorte d'assemblée des élus locaux. Car le Sénat est censé représenter précisément les territoires et les élus locaux. Alors justement, quand vous dites ça, ça me fait penser à la CTM. Est-ce que, de votre avis, la CTM a été mise en place avec une bonne loi? Est-ce qu'il ne fallait pas mieux conserver le système où il y avait des conseillers généraux qui représentaient le territoire martiniquais, ils connaissent leur commune, et permettre avec une certaine dose, comme vous dites, parce que là, aujourd'hui, on a l'impression que ce qui a été fait comme loi pour la CTM, ça ne paraît pas très bien, si j'ose dire. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je crois que ma position est connue là-dessus. Lorsque il y a eu le débat sur cette loi, c'était en 2011, vous voyez. Bon, au cours de ces débats, j'ai eu l'occasion de dire que cette loi avait été mal conçue, mal rédigée, et qu'en plus elle était mal débattue, parce qu'elle a été débattue en urgence, sans qu'on écoute vraiment les arguments. J'ai critiqué toute une série de dispositions. À l'époque, j'ai attiré l'attention sur le fait que c'était un texte qui donnait trop de pouvoir à l'exécutif, que ça aboutirait non seulement à des situations antidémocratiques, mais que ça n'irait pas dans le sens de l'efficacité. Antidémocratique, ça veut dire on parle pratiquement de dictature. Ça veut dire pas forcément. Bon, disons, la dictature, c'est un peu caricatural. Bon, ça peut aller jusque-là. Oui. Bon, ça dépend de la personnalité du président de l'exécutif. Mais c'est vrai que le système a été conçu pour que pratiquement, à la limite, le président de l'exécutif peut faire ce qu'il veut. En réalité. Mais on ne pourrait pas la modifier, cette loi, monsieur le Président? Bien sûr, on pourrait la modifier. Je n'ai pas cessé de demander, depuis que je ne suis plus parlementaire, à des parlementaires de déposer une proposition de loi ou d'essayer de voir comment déposer des amendements. On pourrait l'améliorer. Moi, je pense qu'il faudrait la modifier totalement parce que c'est structurellement quelque chose qui ne peut que causer des problèmes. Sur le plan de la démocratie, il n'y a pas un équilibre suffisant de pouvoir et sur le plan de l'efficacité aussi. Parce que si vous voulez, quand vous n'avez pas une assemblée qui peut vraiment faire vivre la collectivité, quand vous n'avez pas suffisamment la possibilité de faire monter les choses du bas vers le haut, et que c'est essentiellement dans le sens du haut vers le bas que ça fonctionne, ça ne peut pas aller vers l'innovation, vers, voyez, l'efficacité, surtout dans un monde complexe. Donc, vous voyez, alors après, il y a les hommes, bien entendu. Il y a les hommes et les femmes, enfin, qui sont au pouvoir. Chacun, si vous avez quelqu'un de très démocrate, ça va atténuer les inconvénients. Mais vous savez, moi qui suis un partisan pas radical, passionné, exigeant en matière de démocratie, j'ai eu l'occasion de dire à mes camarades, mais je serai à l'exécutif, bon, même avec ma meilleure bonne volonté de jouer la démocratie, je serai amené, très probablement, sans même m'en rendre compte, à faire un certain nombre de choses sans suffisamment tenir compte de l'Assemblée. Mais parce que, en fait, la loi n'a pas prévu une bonne articulation entre les deux. En revanche, je ne considère pas que nous devons avoir un système, parce que vous avez fait allusion à un système un peu comme au Parlement, un système de 2 chambres, quoi. Bon, oui. Le système de 2 chambres, c'est utile lorsque vous avez un Parlement qui fait des lois. Si demain nous avions une forme d'autonomie très large, un peu comme la Polynésie, par exemple, la Polynésie. Bon, là, oui, on peut faire des lois locales
ce qu'on appelle des lois de pays, là pourrait se justifier un système de deux chambres. Mais en réalité, notre collectivité qui a repris départements et régions, elle fait de la gestion. Enfin, c'est un peu comme une grande mairie. Vous voyez, donc il n'y a pas lieu d'avoir deux chambres. En revanche, il faut un système beaucoup plus équilibré. Et puis, je pense que pour qu'il soit également vraiment représentatif de la population, mais du territoire, il y a à la fois le territoire dans toutes ses composantes, mais la population dans son ensemble, les intérêts globaux, mais aussi les intérêts micro-locaux, pour que les citoyens connaissent leurs élus, puissent peser sur leurs élus, il faut là aussi un mode de représentation mixte. Pour moi, exactement comme pour l'Assemblée nationale, je pense qu'il faudrait un système avec une partie des conseillers élus à la proportionnelle et une partie élue dans des circonscriptions territoriales. Vous savez, il y a un exemple que je donne souvent, c'est l'exemple d'un petit État qui existe et qui a un système de paroisses. Vous voyez, il appelle ça comme ça. Ce sont de grands cantons en quelque sorte. Et il a, c'est la principauté d'Andorre. Hein, bon, alors il a d'une part des élus qui sont élus dans ces circonscriptions qu'on appelle des paroisses, qui représentent, c'est la moitié, 50% des élus sont élus comme ça, puis vous avez 50% qui sont élus sur l'ensemble du territoire à la proportionnelle. Donc vous avez une chambre où la moitié des élus ont une vision globale du territoire et l'autre moitié sont des territoriaux en quelque sorte. Vous voyez, ce qui fait qu'ils peuvent exprimer l'intérêt de chaque partie du territoire, mais aussi ils sont identifiables par les citoyens. Parce que dans notre système aujourd'hui, la proportionnelle, c'est bien joli, mais je me rends compte que, par exemple, souvent, les citoyens ne savent pas identifier l'élu qui pourrait, en quelque sorte, faire une intervention pour eux. Mais c'est ce que j'allais vous demander. Vous parlez de la proportionnelle pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Ce sont des gens qui sont élus sur une liste. Sur une liste. Sur une liste, il suffit d'être derrière un candidat qui a beaucoup de notoriété. Voilà, c'est ça l'inconvénient. C'est ça le problème. Vous voyez, chacun des deux systèmes a avantages et inconvénients. Ouais. C'est pour ça que, quelquefois dans l'histoire, vous voyez des hommes politiques, des femmes politiques et des partis politiques qui changent de position. Par exemple, le PPM, quand moi je suis entré au PPM au début, le PPM était pour la proportionnelle intégrale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas pu avoir une assemblée unique au moment de la décentralisation en 1982, parce qu'on voulait la proportionnelle, que le Conseil constitutionnel était contre. Et puis par la suite, au moment, vous voyez, où il y a eu les débats pour créer la CTM, à l'inverse, le PPM était pour des circonscriptions territoriales, vous voyez, des sortes de cantons, etc. Vous parlez du PPM. Mais en fait, je pense qu'il faut les deux, il faut ces deux types de représentation. En tout cas, si vous voulez, dans mon expérience, même quand j'étais président du Conseil général, eh bien, j'étais quand même le conseiller général d'un canton. Bien sûr. Donc, il y avait des gens de mon canton qui m'appelaient ou qui me demandaient, oui, mais vous nous représentez. Vous voyez, je n'étais pas simplement le président représentant toute la Martinique. Quelque part, j'avais des gens à qui j'avais des comptes à rendre. Mais lorsque vous êtes élu sur une liste, vous n'avez pas de compte à rendre, en tout cas à des citoyens bien particuliers. Oui, vous avez des comptes à rendre en général, mais c'est surtout la tête de liste qui porte tout. Et des fois, il y a des gens, la liste qui a remporté le plus de suffrages a beaucoup plus de personnel, et les autres listes, ça veut dire qu'une partie de la Martinique n'est pas bien représentée. Alors là aussi, vous faites allusion à ce qu'on appelle la prime majoritaire. C'est ça. Et vous savez, pendant les débats, j'avais dit que cette prime majoritaire était trop forte. D'ailleurs, je n'étais pas le seul à le dire. Au moins, enfin, bon, mais là encore,
certains étaient pour que ce soit encore plus, mais d'autres non. Moi, mais je pourtant, disais qu'il fallait réduire cette aucun des prime. présidents du Conseil exécutif, pour l'instant, ont souhaité changer ou ne pas utiliser les 11 sièges. Moi, je vous dis que là, il faut faire attention à une chose, c'est qu'en politique, il ne faut pas regarder l'intérêt qu'on a à un moment donné. Vous voyez, quand on se dit, tiens, ça m'arrange, aujourd'hui, ça m'arrange ce système-là. Bon, mais ce qui vous arrange aujourd'hui va entraîner des problèmes demain. Ouais. Et l'exemple que je redonne, hein, en 1982-83, lorsque il a été question dans la décentralisation de nous permettre d'avoir une seule assemblée, on aurait eu donc une seule collectivité en Martinique avec une assemblée, c'était possible. Le Conseil constitutionnel était d'accord à condition que les élus soient élus comme au Conseil général dans des cantons. La gauche, dont je faisais partie, qui pensait que jamais elle n'aurait eu la majorité de ce système-là, a préféré être contre, et elle a préféré un système qu'ensuite elle a dénoncé, où on a créé 2 collectivités sur le même territoire, parce qu'on avait la région élue à la proportionnelle, et on pensait que c'est là que la gauche pourrait prospérer. Ouais. Et on disait au Conseil général, jamais, ce sera toujours la droite. Qu'est-ce qui s'est passé? En 83, on pensait ça. En 88, j'ai failli être président. J'ai été premier vice-président. S'il n'y avait pas eu certaines manœuvres politiciennes, on pouvait déjà prendre... La gauche pouvait déjà passer en 88. Et en 92, en tout cas, j'ai été élu président du Conseil général. Et la gauche a gardé le département, même avec le système de canton. Je répète ça souvent pour dire que ce que l'on fait dans un but immédiat, avec le nez sur le guidon, c'est mon intérêt d'aujourd'hui, peut entraîner des catastrophes pour demain. Et ce n'est pas forcément l'intérêt de la... Un homme politique qui se soucie de son pays doit avoir une vision et il doit se demander ce que va entraîner ce qu'il fait aujourd'hui, ce que ça va entraîner beaucoup plus tard. Pour lui, mais aussi pour le peuple martiniquais. Bien sûr, essentiellement pour le peuple. Monsieur le Président, vous avez parlé du PPM. Quelles sont vos relations avec l'actuel président du Conseil exécutif, à savoir Serge Letchimy, président du PPM? Écoutez, je crois que tout le monde a vu que nos relations se sont, je dirais, normalisées. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, qu'on a évacué tout ce qui a pu y avoir comme contentieux, mais on a normalisé, et ça veut dire que maintenant nous avons la possibilité de dialoguer. Et de travailler ensemble. Vous avez une bonne expérience. Alors, il y a beaucoup de... Vous savez, tout le monde ne comprend pas ça. Dans les 2 camps d'ailleurs. Je pense qu'il y a des gens de son côté qui lui disent « Ouais, mais comment ce type dont on a dit tant de mal quand il a quitté le PPM, il avait trahi, il avait... Bon, etc. » Bon, et de mon côté, il y a des gens qui me disent « Ah bon, tu as oublié tout ce qu'ils t'ont fait, etc. » Alors je leur dis « Écoutez, aux uns aux autres, il faut dire qu'un homme politique, il doit se comporter là encore par rapport à l'intérêt du pays. » Bon, alors c'est pas d'autant que les problèmes qu'on peut avoir avec un homme en politique ne sont pas des problèmes personnels. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème personnel. Là, avec Serge Letchimy, je n'ai pas eu de problème personnel. Les gens essaient de raconter des histoires. Je l'ai plutôt soutenu longtemps. Je l'ai plutôt aidé, même quand il est devenu maire de Fort-de-France, avec mon accord, contrairement à ce que certains racontent. Bon, j'ai poussé à cela et je l'ai aidé du Conseil général. Ce n'est pas pour des raisons des raisons personnelles ou bien une concurrence. On n'était pas concurrents. Bon, c'est pour des divergences provoquées d'ailleurs par d'autres. Bon, et après, chacun peut penser qu'un tel a tort, un tel a raison, peu importe. Mais il n'y avait pas de quoi se retrouver à un moment donné dans une situation de, de rupture. Mais vous savez, c'est souvent dans une famille, vous savez, quand des proches sont en rupture, souvent ça prend un caractère dramatique. C'est un peu ça dans les familles politiques. Alors aujourd'hui, je dis, on peut se parler normalement, on peut travailler ensemble. Et moi, je dis que c'est très important, surtout dans une conjoncture comme la conjoncture actuelle. Personnellement, j'évite de dire quoi que ce soit qui puisse gêner. J'évite
de faire quoi que ce soit qui puisse gêner. Je souhaite qu'ils réussissent, même si je peux ne pas être d'accord avec telle ou telle position, mais on peut en discuter vraiment de manière, je pense, aujourd'hui responsable. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Là aussi, je fais souvent allusion à quelque chose qui a été un moment très fort de ma vie politique. Pendant 4 ans et demi, je me suis trouvé premier vice-président de M. Émile Maurice, qui était le président Maurice, qui était un homme de droite, que je combattais, moi qui étais un homme de gauche, surtout à une époque où c'est pas comme aujourd'hui. Bon, les frontières, hein, elles sont un peu floues. À l'époque, vous savez, c'était vraiment un mur, hein, la droite et la gauche. Et nous avons géré la Martinique pendant 4 ans et demi. On était, parce que moi j'avais la majorité du bureau, tout le bureau, sauf lui, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de proportionnel au bureau, comme la commission permanente. Donc il avait été élu président au bénéfice de l'âge. Et puis tout le bureau était à gauche. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, qui étais premier vice-président, je pouvais bloquer tout, à tout moment. Ça a été une catastrophe pour la Martinique. Parce que le président de l'exécutif, il est quand même responsable du personnel, ce qui est très important, et il est ordonnateur du budget. Donc si on s'était mis en opposition totale, on bloquait tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé en bonne harmonie, ça s'est très bien passé. Et c'est pour cela que ceux qui, quelquefois, me disent, faisant allusion à mon expérience avec Alfred Barry-Jeanne pendant les 6 ans derniers, pourquoi vous ne nous êtes pas entendu? Je veux dire, si j'ai pu m'entendre avec le président Émile Maurice, à une époque où droite et gauche, c'était vraiment opposition totale, comment j'aurais pu ne pas m'entendre avec Alfred Barry-Jeanne ou avec Serge Letchimy? Donc ça prouve qu'en réalité, il faut savoir dialoguer, mais en politique, malheureusement, souvent, le sectarisme, quelquefois de l'entourage aussi, hein, le fait qu'on est souvent entouré de gens qui agissent comme des supporters, vous savez, comme dans une... Alors, les supporters, hein, ils vous poussent à aller de plus en plus dans la diabolisation de l'adversaire, et ça entraîne des catastrophes, ce n'est jamais bon. Moi, je plaide pour le dialogue et la faculté de travailler ensemble. Alors on arrive au terme de l'émission, Monsieur le Président. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses que je voulais vous demander, mais le Congrès qui a été relancé, quel est votre avis sur ça? Est-ce une bonne chose? Et est-ce que nous pourrons avoir justement la possibilité d'avoir des lois pays, de voter des lois pays à la Martinique? Alors d'abord le Congrès, vous savez que je suis le père de cette institution qui a été mise dans la loi d'orientation pour l'outre-mer, la loi de décembre 2000. Et c'est un instrument. À l'époque, beaucoup n'avaient pas compris que c'était un instrument. Le Congrès, c'est un moyen démocratique, légal, de poser des problèmes institutionnels. Cela étant, à l'époque, j'avais voulu aussi que ce soit un lieu où l'on puisse débattre de grands projets, de grands plans de développement économique. Qui c'est qui a fait tomber cette partie-là? L'Assemblée nationale, c'est l'ancien secrétaire général du PPM, qui était député à l'époque, hein, paix à son âme. Oui. Bon, à l'époque, il a dit que ça aurait été inutile, il fallait que ce soit uniquement qu'on ne conserve que la partie institutionnelle. Et aujourd'hui, ce congrès, c'est essentiellement basé sur un bilan de la situation économique sociale avec des propositions dans le domaine économique et social. La partie institutionnelle ne sera qu'un élément. Hein? Donc, j'avais bel et bien raison à l'époque de vouloir ça. Sauf qu'aujourd'hui, la loi ne reconnaît dans le Congrès que la partie institutionnelle. Bon. La lettre de Fort-de-France, vous l'avez lue? Alors, bien sûr. Alors, venons-en à cet aspect institutionnel. Aujourd'hui, je ne pense pas que le Congrès va demander un statut particulier. Je pense que le mieux qu'il puisse faire, hein, c'est de montrer que les demandes des Martiniquais dans un certain nombre de domaines imposent plus de compétences et plus de pouvoirs normatifs, de possibilités d'avoir des possibilités d'adapter des textes, voire de prendre des textes localement, des normes locales. Bon.
il va montrer que c'est nécessaire. Mais il va buter sur une difficulté. Le seul moyen aujourd'hui d'obtenir ce que veulent, de manière presque inconsciente, la plupart des Martiniquais, ils veulent des dérogations, ils veulent des adaptations. Le seul moyen d'obtenir ça, c'est aller dans l'article 74. Bon, je ne vois pas comment aujourd'hui, ceux-là même qui n'étaient pas d'accord vont y aller. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont peut-être mûri, Monsieur le Président. Non. Je pense que, de toute façon, il y a mieux. Il y a mieux. Plutôt que de dire il faut absolument aller dans cette voie, il y a une voie que je proposais il y a très longtemps, mais qui passe par une modification de la Constitution. Et comme le président Macron a déjà annoncé qu'il va, dans quelques mois, procéder à une modification de la Constitution en réunissant ce qu'on appelle le Congrès de Versailles, l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sera le moment, à mon avis, pour demander que l'on déverrouille le titre 12 de la Constitution, dans lequel nous sommes concernés. Alors aujourd'hui, quelle est notre situation? Nous sommes dans un régime qui est commandé par un article qu'on appelle l'article 73. Si on veut en sortir, la seule sortie possible, c'est aller dans le 74, qui a fait peur pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'on supprime cette dualité, ce choix binaire qui, je n'ai pas le temps de développer, mais qui n'a pas de raison d'être en réalité, et qui n'est pas compris par la population. Il vaudrait mieux qu'on ait un seul article que j'appelle un article de différenciation, c'est-à-dire un article qui ne vous oblige pas à sortir du droit commun, si vous ne voulez pas sortir du droit commun, mais qui vous donne la possibilité d'avoir des évolutions un peu à la carte. C'est-à-dire que vous voulez plus de pouvoir, par exemple là, regardez là, tout le monde voulait pouvoir en faire comment appeler ça, vous voulez adapter, par exemple, la manière de traiter l'épidémie de Covid. Donc, la promotion sanitaire ou la prévention sanitaire. On dit on peut faire ça mieux par des dispositifs locaux. Bon, si vous voulez ça, là, vous pouvez le demander. Si vous voulez avoir des pouvoirs en matière de logement, d'aménagement de territoire, d'environnement, etc., à ce moment-là, vous demandez des choses concrètes. Le Congrès propose ça et on vous interroge sur ça, pas sur un choix d'article. Vous voyez, on n'a pas le temps d'aller au fond, mais je pense qu'il faudrait que ce Congrès, pour moi, ce qu'il pourrait faire de mieux, c'est émettre un vœu en faveur d'un déverrouillage de la Constitution. Très bien. Une réponse courte, s'il vous plaît, Monsieur le Président, concernant ce que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Territoires d'Outre-mer, a dit, concernant qu'il faut déjà qu'on apprenne à... Vous vous rappelez de cette phrase? Oui, mais enfin, moi, je pense que, franchement, c'est une phrase qui rappelle une époque que je crois est révolue, et je me demande si lui-même, il prend au sérieux ce qu'il a dit. Pour moi, c'est un dérapage, mais malheureux. Oui. Mais, il dit ça à un moment où le président de la République, pourtant, a dit qu'il est ouvert à l'idée de différenciation. Donc, ils sont en contradiction. Très bien. Et puis, une dernière chose, je vais vous montrer une photo et puis avoir votre avis là-dessus, peut-être pour les téléspectateurs. Je sais que Manuela a préparé ça. Est-ce que vous reconnaissez les gens qui sont là? Ah ben oui. Alors là, c'est une photo de l'époque où j'étais étudiant à Bordeaux. Vous étiez des sapeurs, hein? Et à gauche, c'est mon ami d'enfance d'ailleurs, Michel Bonchy, qui était venu. Lui, faisait ses études à Paris. Il était venu. Il y a également Luc Baudin, qui est à ma droite. Et l'autre étudiant, je ne me rappelle pas son nom, mais Luc Baudin et Bonchy, c'était des amis d'enfance, qui étaient venus lors de vacances, passer quelques jours à Bordeaux, et nous étions place des Quinconces, là, voilà. Évidemment, le temps a passé et nous subissons maintenant des ans, comme dirait le poète, l'irréparable outrage. Vous étiez de beaux gosses, j'ai envie de dire ça comme ça, et aujourd'hui, vous avez une autre allure. Vous êtes encore de beaux gosses, Michel Bonchy aussi d'ailleurs. Monsieur le Président, merci. On essaie, comme je dis, j'essaie de prendre de l'âge sans faire de concession à la vieillesse. Voilà. Très bien ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir et un honneur. Je vous souhaite
bonne journée. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Je vais vous libérer. Et à bientôt sur Zouk TV. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci à Manuela pour la réalisation de l'émission. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.